Voilà, bonjour à tous. Merci du coup d'être venus à cette intervention. Moi, je suis super contente que vous soyez là et contente d'être ici. Comme vous pouvez le lire, ça va porter sur l'épanouissement professionnel et les modes de travail. Donc mode de travail, c'est un peu une expression fourre-tout que j'ai trouvé pour essayer de mettre les 4 trucs qui sont marqués en dessous. Donc ces 4 trucs, le remote, le nomadisme digital, le slash et l'entreprise libérée, c'est donc les 4 modes de travail dont je parlerai. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous expliquer pourquoi du coup je suis ici, pourquoi c'est moi qui suis en train de vous parler de ça et pourquoi j'ai choisi de parler de ça tout court. Donc moi, j'ai fait une école de commerce et quand je suis sortie d'école de commerce, il y avait pas mal de personnes dont je me suis rendu compte dans leur travail qu'elles n'étaient pas heureuses. Alors je sais pas, vous, quels sont vos profils et comment ça s'est passé pour vous, mais en école de commerce, en fait, on va une année choisir une spécialité, une année une autre, mais en fait, on est étudiant, on pense beaucoup à faire la fête, on sait pas trop ce qu'on est en train de choisir, la plupart du temps, on sait même pas ce que ça veut dire, les achats, tout ça. Et on arrive à la fin, comme on a choisi un truc, c'est là qu'on arrive à être recruté en stage, et comme on a fait un stage là-dedans, c'est là qu'on est recruté dans un boulot. Et donc parfois, on se retrouve dans un endroit où finalement, on ne sait pas trop pourquoi on est là et ça ne correspond pas forcément ni à ce qu'on aime, ni à ce dans quoi on est doué. C'est un peu la résultante des petits choix qu'on a fait. Et donc moi, face à cette observation, j'entendais aussi beaucoup de gens se plaindre de leur boulot, présenter ça comme vraiment quelque chose qui est difficile à vivre. Et j'ai fait un petit calcul, je me suis dit, donc en fait, si on passe 8 heures par jour à travailler et environ 40 ans par vie, donc grosso modo, on passe à peu près un tiers de notre temps à travailler, un tiers à dormir et un tiers à se faire plaisir. J'ai un peu eu un déclic, je me suis dit, mais attends, on ne peut pas passer un tiers de notre vie à faire un truc qu'on n'aime pas, quoi. Faut le faire sur un truc qui nous fait kiffer. Et j'ai eu un peu 2 convictions qui se sont développées. La première, c'est que le travail peut être un levier d'épanouissement et pas que de souffrance. Et la deuxième, c'est que si on ne se bouge pas pour faire quelque chose, quand on va arriver en fin de vie, on va peut-être se dire que c'est trop tard, qu'on aurait peut-être dû faire quelque chose pour plus s'éclater. Donc, moi, je me suis donné une petite mission, c'est d'aider chaque personne à être plus épanouie au travail. Et j'ai une approche, je trouve, qui est un peu différente de l'approche du travail qu'on a globalement dans la société. Donc, globalement dans la société, on a tendance à se dire, d'abord, mon travail, c'est mon moyen de rémunération. Donc, c'est comme ça que je vais pouvoir payer mon loyer, mes factures, etc. Donc, je me sécurise là-dessus. Et ensuite, une fois que je suis dans ma petite bulle de travail, je vais pouvoir penser à comment est-ce que je m'épanouis là-dedans, comment je fais là-dedans pour me sentir mieux. Et en fait, je trouve que cette manière d'aborder le travail, elle est un peu limitante parce que ça veut dire que d'abord, on définit un périmètre comme ça et qu'après, on s'autorise à jouer là-dedans. Et en fait, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas à jouer avec tout ce qui est autour forcément. Donc, ce que j'essaye de promouvoir un peu comme message, c'est d'abord penser à ses aspirations. Donc, au-delà de toutes les contraintes techniques, économiques, financières, familiales, tout ça, c'est bon, s'il n'y avait que moi sur Terre et que tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et après, dans un deuxième temps, de penser à la concrétisation. Comment je fais pour trouver une activité, un job, quelque chose qui me rapporte de l'argent, qui correspond à ça et qui peut me permettre de me rapprocher de ça. Pour donner un peu une petite image, imaginons qu'on est des astronautes et qu'on se dise tiens, sur quel astre est-ce que j'aimerais bien aller me balader? Je choisis la Lune. Une fois que j'ai choisi la Lune, je vais construire la fusée pour aller sur la Lune. Parce que si je veux aller sur Mars, probablement que ma fusée pour aller sur la Lune, elle ne sera pas adaptée. Donc il faut que je construise la bonne fusée pour aller sur la Lune. Moi, comment je réponds à ça concrètement aujourd'hui? Ce que je fais, c'est que j'ai créé un blog qui s'appelle lesnouveautravailleurs.fr et dont j'en ai fait mon activité principale. Du coup, je reprends un peu cet entonnoir avec, je publie 2 types d'articles. Il y a un premier type d'article, c'est justement sur les aspirations, donc j'appelle ça se connaître soi-même, c'est-à-dire j'ai besoin d'aller comprendre moi tout seul avec moi-même quelles sont les choses que j'aime, quelles sont les choses sur lesquelles je suis vraiment douée, où j'ai vraiment un talent naturel par rapport à d'autres personnes. Tout le côté, on va dire, un peu rêve et introspection. Et après, il y a une deuxième partie des articles qui est plus terre à terre, où je vais aller essayer de comprendre ce qui existe aujourd'hui dans le monde. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est là-dessus qu'on va se pencher, puisque les modes de travail, c'est donc des choses qui existent dans le monde. Et alors après, je ne parle pas de tout, parce que bon, il y a l'entrepreneuriat, il y a le freelancing, il y a plein de choses dont on pourrait parler. Pourquoi est-ce que moi, j'ai choisi de parler de ces 4 modes de travail-là? C'est parce que déjà, je les ai vécus à une époque, tous en même temps en plus. Et en fait, en me renseignant, j'ai découvert ces mots-clés. Je fais le remote, ok, c'est quoi? Bah oui, en fait, je suis en remote, d'accord. Et en me renseignant, je suis tombée un peu sur ces mots-là.
Et j'ai trouvé que, comme pour moi, ça avait été libérateur de fonctionner de cette manière-là, je me suis dit, il y a de grandes chances que ça le soit aussi pour d'autres personnes. Pas forcément pour tout le monde, ces trucs-là ne seront pas forcément faits pour tout le monde. Mais moi, je ne le connaissais pas. Probablement que de nombreuses personnes d'écoles de commerce et d'autres formations ne le savent pas non plus. Donc, je vais évangéliser tout ça, je vais écrire des articles, je vais le publier sur Internet, et comme ça, il y aura plein de gens qui le connaîtront. Et comme je trouvais que mon témoignage personnel ne suffisait pas, j'ai décidé d'aller interviewer des personnes qui vivent ces modes de travail-là pour comparer ce que moi j'avais vécu, ce qu'eux avaient vécu, et avoir un peu faire un quadrillage un peu plus réaliste de ce qui existe. Tout n'est pas lié au web. Là, on est dans une conférence très tournée web. Les 2 premiers le sont, les 2 seconds le sont pas forcément. Mais je trouve que, j'avais quand même envie de parler des 4 parce que ça peut aussi vous faire des tilts, vous faire penser à des choses. Et globalement, le but pour moi en vous présentant ça, c'est de vous faire un peu une petite intro de ces modes de travail et de voir si pour vous, ça vous parle, ça vous inspire et ça vous donne envie d'aller peut-être plus loin, de creuser le sujet. Et si ce n'est pas le cas, au moins vous saurez que ça ne vous inspire pas et ce sera déjà un pas de plus. Du coup, maintenant que moi j'ai dit pourquoi j'étais là, je voudrais juste vous retourner la question parce que vous avez choisi de venir à ce talk plutôt qu'à un autre. Du coup, est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui voudraient expliquer pourquoi vous avez été attirés par le titre de cette conférence, juste pour partager avec moi, avec les autres personnes? Oui. Ça va peut-être être un peu vexant, mais pour découvrir des choses, je me mets la contrainte, quand il y a un talk qui m'intéresse, de venir à celui avant ou après dans la même salle, sans rien y connaître, juste pour découvrir des trucs surprenants. Donc, ok, ça n'aurais pas pensé, donc c'est la raison pour laquelle je suis là. Ok, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec les random talks, donc je trouve ça très cool. Oui. Parce que j'ai l'occasion de travailler en remote, mais que j'essaie de mettre des choses en place, c'est pas hyper épanouissant avec le salarié. D'accord. Mais quand c'est des grâces, c'est pas ça. D'accord. Ok. Oui. Parce qu'on parle beaucoup d'un système qui est censé fonctionner parfaitement et dont tout le monde est censé être content, et que j'ai bien l'aspiration de savoir ce qui se fait d'autre, parce qu'on parle tout le temps du même modèle, et on dit que quand on n'est pas dans ce modèle-là, c'est qu'on est plutôt piston. Donc j'aime bien avoir l'inspiration de choses qui se font vraiment ailleurs. Ok, ouais. Je me posais la question de si je pouvais continuer de faire mon travail de développeur en allant à l'étranger pendant un an ou un an et demi et savoir comment je pourrais concilier ça. Ok. Un dernier, ouais. Moi j'ai fini mon travail la semaine dernière, donc je cherche quelque chose à faire pour la semaine prochaine. D'accord. Ok, bon merci. Juste avant de passer à la suite aussi, pour jauger un peu justement entre ceux qui ne connaissent pas du tout le sujet et ceux qui le connaissent un peu, j'aimerais bien faire à main levée, comprendre qui connaît les mots qui sont affichés là. Donc ceux qui connaissent, qui ont déjà entendu parler du remote, est-ce que vous pouvez lever la main? C'est le télétravail, c'est ça? Ouais, télétravail à 100%. Donc voilà. Bon, il y a beaucoup de monde, ok. Donc nomadisme digital ou les digital nomades. D'accord. Chouïa moins. Le slash. Encore un petit peu moins. Et l'entreprise libérée. Là, il y en a plus. Ouais, il y avait un talk, hier qui parlait un peu de ça. Ok, bon, merci. Ce que je vous propose, c'est de passer au premier mode de travail. Et en gros, vu qu'il nous reste à peu près 40 minutes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé, c'est 10 minutes par mode de travail avec 5 minutes où moi je présente et 5 minutes où vous pouvez poser des questions sur ce mode de travail. Et après, on switch à l'autre et on ne reviendra pas sur le mode de travail dont on a parlé. Donc peut-être que je vais enfoncer des portes ouvertes si vous êtes super nombreux à connaître déjà de quoi il s'agit, mais moi je vais vous présenter comment est-ce que moi je l'ai interprété. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que je ne me considère pas du tout une experte de ces 4 sujets. Par contre, je les ai vécus, je me renseigne avec des livres, avec des témoignages. Et donc aujourd'hui, ce que je vous livre, c'est un peu l'état des lieux de ce que moi j'ai compris de ça au travers des livres et des interviews. Et après, il y a des moyens d'aller bien plus loin, donc voilà. Donc le remote, si je devais le résumer en une phrase, je dirais que c'est quelqu'un qui travaille en remote est un salarié qui est en télétravail à 100%. Et en fait, remote en anglais, ça veut dire isolé à distance. Et donc sous-entendu, on est isolé du reste de son équipe parce qu'on ne travaille pas dans les mêmes bureaux. Et il y a donc, si on prend l'entreprise que je vais appeler classique, qui n'est pas sur le modèle du remote, c'est une entreprise où en principe il y a un bâtiment et tout le monde, tous les matins à la même heure, va venir travailler dans ce bâtiment au même endroit.
Donc les entreprises qui embauchent des personnes en remote entrent en contradiction avec cette manière de fonctionner. Et on peut quand même distinguer 2 catégories. La première, c'est les entreprises qu'on appelle distribuées, qui ont vraiment tous leurs effectifs distribués dans différents endroits. Et il y a vraiment 0 bureau. À quelques exceptions près, parce qu'en fait, parfois, quand il se trouve que 2 personnes de la même entreprise habitent dans la même ville, comme ça, elles décident de prendre un bureau ou de louer un espace en commun pour quand même se retrouver. Mais en fait, l'entreprise n'est pas organisée autour de ce modèle. Et donc, comme exemple, il y a Automatic, qui est la société qui fait WordPress. Il y a Buffer. Il y a mon ancienne entreprise qui s'appelle Numa. Il y a Doist, si vous connaissez. Donc, quelques exemples comme ça qui sont complètement distribués. Et après, la deuxième catégorie d'entreprises qui embauchent des remotes, c'est des entreprises qui sont hybrides, donc c'est probablement la situation de quelqu'un là qui l'a dit, c'est-à-dire que de base, elles sont organisées sur le modèle classique, elles ont des bureaux avec des personnes dedans, mais elles ont accepté d'autoriser des personnes à passer en remote. Et du coup, ces personnes se retrouvent isolées par rapport aux autres. Les raisons peuvent être très différentes selon les entreprises. Celle que je connais qui fait ça, parce que j'ai fait une interview de quelqu'un qui est là-dedans, c'est Oscaro. Donc moi, je ne savais pas du tout que Oscaro faisait du remote, mais en fait, globalement, ils sont organisés de manière classique, mais ils ont 5 à 10 développeurs qui travaillent chacun de leur côté en remote. Alors, juste un truc, en fait, tous les modes de travail, je les ai organisés de la même manière. C'est qu'est-ce que c'est, pourquoi on le fait et comment ça fonctionne plus précisément. Donc maintenant, quelles sont les motivations à faire du remote ? Il y en a côté salarié, il y en a côté entreprise. Côté salarié, ça va être d'économiser du temps sur les transports, puisqu'on n'est plus obligé de se rendre dans les bureaux, donc on peut rester chez soi, par exemple. Ce temps qu'on économise dans les transports, on peut le redistribuer soit pour sa famille, pour son sommeil, pour des loisirs, enfin autre chose que le travail. Donc il y en a par exemple qui font le choix d'aller accompagner les enfants à l'école, manger avec eux à midi ou avec son compagnon, sa compagne, aller les chercher le soir. Il y en a qui calent des activités de loisirs. Et c'est aussi la possibilité d'améliorer sa qualité de vie, puisqu'on n'est plus obligé d'aller forcément dans la ville où il y a la majorité des emplois. Donc moi, par exemple, ça fait 3 ans que j'habite à Paris. Je trouve que la qualité de vie à Paris est moindre que dans d'autres endroits où j'ai pu vivre. Et donc, typiquement, il y a des gens qui se disent j'ai pas envie de vivre à Paris, je vais aller vivre ailleurs. Et c'est pas grave si ma boîte est à Paris, puisqu'elle m'autorise à faire du remote. Donc, ça me permet d'aller dans un endroit qui est peut-être avec plus de nature, ou alors de suivre un compagnon qui est parti dans un cadre plus agréable, ou de le rejoindre, etc. Et la dernière chose, c'est que comme on est plus dans les bureaux, on ne subit plus les interruptions qui peuvent vraiment nuire à la productivité de chacun. Donc, la personne qui va venir te chercher pour un café, toutes les personnes qui vont t'interrompre parce qu'elles ne se rendent pas forcément compte que tu es en train de faire un truc super important où tu as besoin d'être concentré. Donc, toutes ces interruptions, on ne les a pas forcément quand on travaille seul. Et donc, c'est un moyen d'être plus productif dans son travail. Côté entreprise, c'est un moyen d'embaucher potentiellement en dehors de la zone où on est implanté, puisqu'on a accès à des talents qui sont ailleurs, et donc potentiellement on a accès à des personnes qui sont pas forcément plus qualifiées, mais qui sont meilleures dans leur domaine, et donc ça c'est forcément positif pour le produit ou ce qu'on fait dans l'entreprise. Pour celles qui sont internationales, ça peut être un moyen d'avoir un service client 24 heures sur 24, puisqu'on peut dispatcher les gens, prendre des gens qui sont un peu comme ça tout autour de la Terre et avoir donc quelqu'un qui est tout le temps là pour répondre à sa zone géographique. Mais donc ça c'est une partie des entreprises, tout le monde n'en a pas besoin. Et le dernier élément, c'est qu'on économise sur le prix des bureaux, puisqu'on n'a plus besoin de louer des gros espaces pour avoir les personnes. Mais là, je tiens vraiment à souligner un truc, c'est que parfois on croit que c'est l'argument numéro 1. Et moi, des discussions que j'ai eues, ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que ceux qui font des entreprises distribuées, en principe, les fondateurs, ça vient d'un désir de eux-mêmes en fait travailler de cette manière. Ils se sont pas forcément dit on va pas prendre de bureau, donc on va laisser les gens chez eux. C'est on a commencé comme ça par hasard et finalement ça nous plaît bien, on continue. Et les autres qui ont des bureaux et qui acceptent que les personnes travaillent en remote, ça va plutôt être pour garder un bon élément ou pour accéder aux demandes peut-être d'épanouissement des personnes avant les coûts en fait. Donc maintenant, comment ça fonctionne ? Donc le remote, ça marche pas pour tous les métiers. Ça s'accorde très bien avec le web puisque le principe c'est qu'on n'a pas,
alors peut-être pas tous les métiers du web, je ne connais pas tout précisément non plus dans les métiers techniques, mais globalement, si je peux travailler sur mon ordinateur, que j'ai pas trop de problèmes de sécurité et que je peux travailler sur mon ordinateur chez moi, pas forcément avec le matériel qui est dans l'entreprise, dans les locaux, et que j'ai une bonne connexion Wi-Fi, alors je peux travailler en remote. Donc, les métiers où c'est pas possible, ça va être par exemple un artisan, enfin quelqu'un qui fait du pain. Lui, il a forcément besoin d'être là physiquement, donc il peut pas travailler en remote. En tout cas, pas au moment où il veut vendre son pain. Deuxième élément, c'est que dans les personnes que j'ai interviewées, la majorité choisissent de travailler chez eux en se créant un espace spécial pour le travail, avec parfois les entreprises qui payent le matériel, qui donnent des indemnités, un dédommagement pour le fait de travailler chez soi. Et il y a des entreprises aussi qui versent une indemnité, ou plutôt qui payent un espace de coworking à ceux qui le souhaitent. Et donc il y en a qui font le choix d'aller aussi dans l'espace de coworking parce que ce qui se passe quand on travaille de son côté, c'est aussi qu'on peut se sentir seul. Pour les personnalités qui ont besoin quand même d'un truc social, elles peuvent avoir besoin de retrouver un espace de coworking et de côtoyer des gens au quotidien, même si ce n'est pas leurs collègues dans leur entreprise. Le troisième point, c'est qu'on a la possibilité d'être plus flexible sur ses horaires. Moi, par exemple, quand j'étais en remote, je me permettais d'aller faire mes courses ou d'aller chez le médecin aux heures où il y avait moins de monde parce que je trouvais que c'était une manière de gagner du temps. Mais après, je me débrouillais pour quand même faire mon boulot comme il fallait. S'il fallait rattraper en nombre d'heures, je rattrapais en nombre d'heures. Personne n'était là pour me surveiller, c'était plus par rapport à mon travail. Et il y en a, pareil, qui ils vont se dire je vais aller faire un cours de yoga le matin à 9h. Et après, ils rentrent, ils sont zen et ils commencent leur boulot comme ça. Par contre, cet élément-là, ça dépend beaucoup des entreprises. J'ai interviewé justement 2 fondateurs d'une entreprise qui s'appelle Boon Manager. Et eux, ils ont fait le choix d'avoir des horaires fixes et de ne pas rentrer dans ce côté chacun fait ce qu'il veut aux heures qu'il veut parce qu'ils trouvaient que c'était difficile à gérer avant. Donc ça dépend de l'entreprise dans laquelle on est. Et le dernier point, c'est qu'on est tout le temps en virtuel dans le remote, donc avec des outils comme Slack pour communiquer et des outils de travail collaboratifs. Mais souvent, les entreprises, toutes celles que j'ai croisées, elles font des séminaires pour que les personnes puissent se retrouver physiquement, donc entre 1 et 4 par an environ. Et donc c'est des moments où, au-delà du lien qu'on a créé à distance, c'est un moyen de quand même connaître les gens en vrai. Moi, quand j'étais en remote, mes collègues, là, pendant 2 mois, ils étaient uniquement par Skype. Je connaissais leur voix. J'avais appris à connaître leur voix. Et en fait, quand je les ai vus en vrai, c'était un peu surprenant. Il y en avait un, je ne l'avais pas vu comme ça et j'ai mis du temps. J'ai eu besoin de le voir plusieurs fois pour me dire « Ah ok, ce visage avec cette voix, c'est toi, d'accord, ok ». Et donc voilà, c'est un autre moyen de créer du lien. Et c'est surtout des moments qui ont tendance à redynamiser les équipes. Donc c'est mis en place. Voilà pour l'intro sur le remote. Je vous propose qu'on passe aux questions. Si ce n'est pas des questions, ça peut être des réactions, puisque vous connaissiez et qu'il y en a peut-être qui le vivent. Et on peut se donner environ, je pense qu'on a environ 100 minutes pour ça. Oui. Juste pour dire, l'entreprise que je connais qui fait beaucoup de remote en full remote, c'est Vital, c'est ce qu'on disait, et ils publient en fait des billets sur leur blog sur comment ils fonctionnent en remote. Ok. C'est assez intéressant parce qu'ils ont un remote manifesto où ils disent par exemple essayez d'être le plus ouvert quand vous avez une info, une question à poser ou quoi, essayez de la poser sur le canal le plus ouvert parce que sinon en fait ce qui va se passer c'est que vous allez enfermer des informations dans les conversations privées. Essayez d'avoir toujours du visuel, pas seulement un appel téléphone mais carrément de la vidéo parce que si vous ne voyez pas les gens pendant 6 mois ça peut être super dur. Et juste d'avoir 1 minute où tu vois les gens, le visage, les gens, tu comprends leur réaction, tu vois sur leur humeur. Donc voilà, donc le stand-up, ils le font quand même en Skype avec le visuel. Ok. Il y a 5, 6, une dizaine de points, c'est intéressant. C'est GitLab ou GeekLab? GitLab. D'accord. C'est comme GitHub, mais presque. Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises en France qui proposent le remote? Alors en France, je ne sais pas, mais il y a un Français qui a publié une liste de 600 entreprises dans le monde qui recrutaient en 2018 en remote. Après, j'avais mis un filtre France pour voir et
je crois que j'en avais vu une dizaine, mais après tout le monde n'était pas forcément référencé là-dessus. Et je pense que, ça marche toujours un peu comme ça dans le recrutement, mais ce qui est visible, c'est que la partie émergée de l'iceberg. En fait, il y a d'autres personnes qui seraient ouvertes. Par exemple, Oscaro, ils vont pas dire on fait du remote parce qu'ils sont pas organisés comme ça et ça les arrange pas forcément d'avoir tout le monde qui veut faire du remote. Par contre, quand quelqu'un a demandé à faire ça, ils l'ont accordé. Donc c'est aussi par le souterrain que ça peut se déployer. Pour l'aspect coworking, c'était l'entreprise qui proposait de payer ça. Ça dépend des entreprises. Ça dépend de la loi aussi. En France, je ne crois pas qu'il y ait une liberté complète là-dessus. Vous disiez qu'un des intérêts pour l'entreprise, ça pouvait être d'économiser sur les locaux. En cas de télétravail régulier et systématique, je pense que l'entreprise doit payer, doit offrir une compensation, doit payer l'électricité, l'ordinateur, etc. Voilà. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas sur la loi, mais il y a des obligations là-dessus. Pas à ma connaissance. Alors, moi, je ne connais pas les obligations. À ma connaissance, on a plus cette année. Elle a sauté cette année. Ok, juridiquement, je ne sais pas ce qui est obligatoire ou pas. En revanche, je parlais des indemnités. Il y en a qui choisissent de donner une indemnité pour le fait de travailler chez soi. En fait, voilà, ça veut dire quoi ? Ça peut être inclure le matériel ou pas, ça peut être inclure l'électricité, s'acheter un fauteuil ergonomique, une bonne souris. Bon. Et il y en a qui payent l'espace de coworking. Tout le monde ne le fait pas, mais il y en a qui font le choix. C'est cher. Ouais, le prix que j'ai vu, je trouve ça un peu cher. Enfin, surtout si on fait ça tout le temps en fait. À Lyon, c'est cher. Ouais. Lyon même, c'est cher. Dès que tu t'éloignes, ça devient moins cher. Ouais. Mais en fait, si tu imagines que tu as 10 personnes dans ton équipe en remote et que, je sais pas, il y en a la moitié qui travaillent dans un espace de coworking et la moitié chez eux, j'ai pas fait le calcul, mais je pense quand même que l'espace de coworking revient moins cher pour la moitié de l'équipe que pour avoir des bureaux pour l'équipe en entier. Il faudrait faire le calcul par ville ou... Juste sur c'est cher le coworking, derrière il faut que tu regardes aussi les clients que ça te rapporte en fait. L'intérêt du coworking, c'est que ça te fait un réseau de malades et derrière tu rentabilises mais hyper rapidement. Donc il faut voir ça comme un investissement. Après le côté productivité, en coworking. Ah ouais, moi c'était plus chez soi, mais ouais, effectivement. Il y a des pour ça quoi, mais sinon il ne faut pas compter dessus. Et ceci dit, par rapport juste au remote, Pôle emploi signe aussi. Ok, Donc ça peut bouger. ok. Il montre l'exemple, c'est cool. Alors moi, ce que j'ai entendu dire pour certaines entreprises, alors je ne l'ai pas vécu parce que je suis freelance, je suis pas salarié aujourd'hui, et je suis dans un espace de coworking. Et moi, ce que j'ai entendu dire aussi, c'est que certaines entreprises étaient assez frileuses pour envoyer les gens en coworking parce que pour des raisons de confidentialité, si on est les uns à côté des autres, on est dans un espace partagé, souvent les conversations qui filtrent, etc. Donc ils demandent dans l'espace de coworking, pour ceux qui le pratiquent, ils demandent d'avoir des bureaux fermés, ce qui revient au même de les enfermer dans un coworking. Voilà. J'ai pas trop d'opinion, mais voilà, je veux juste que c'est quelque chose que j'ai entendu dire. Ouais, ça peut être une des craintes des entreprises, effectivement. Ouais. Je sais pas si on peut vraiment. C'est la même chose le télétravail et les remotes. Dans mon entreprise, il y a des gens qui font 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Et là, avec les grèves SNCF, c'était des semaines entières de télétravail. Le revers de la médaille, en fait, c'était que les gens qui restaient, eux, ils étaient sans charge de travail. Parce que quand il y avait un problème dans la boîte, on venait voir ces personnes-là. Et ces personnes-là, elles étaient vraiment dispo tout de suite. Alors que c'était fatigant d'envoyer un mail à la personne qui parlait pour lui poser des questions. Donc je trouve qu'il y a un petit peu aussi un revers de la médaille pour les autres personnes qui ne sont pas forcément en télétravail en remote. Alors, du coup, l'exemple que tu donnes est un peu particulier parce que c'était une situation ponctuelle. Alors, il y a deux trucs. Il y a ça, c'est une situation ponctuelle, donc l'entreprise n'est pas organisée comme ça, donc elle n'a pas forcément anticipé ce problème. Et ça vient plus, c'est comme si d'un coup il y avait tout le monde qui était malade, qui avait la grippe, ça serait le même problème en fait. Donc c'est pas lié vraiment au télétravail. Et le deuxième truc, c'est que je fais exprès de ne pas dire télétravail et que je dis remote, même si c'est le mot anglais, et qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais parce qu'en France, on parle beaucoup du télétravail sur maintenant on a le droit de faire 1 jour par semaine. Et moi, je trouve ça vraiment très différent de se dire je travaille 4 jours par semaine dans des bureaux et 1 jour par semaine chez moi, parce qu'on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement, on ne s'organise pas du tout de la même manière. Le 1 jour ou 2 jours chez soi, ça va être un peu un sas de décompression où justement on peut faire le parallèle entre quand je suis au bureau, c'est le moment où je vais devoir parler à tout le monde, je vais être interrompue, etc. Et quand je suis chez moi, c'est le moment de calme. Quand tu es tout le temps chez toi,
il faut que tu gères en fait ton activité complètement autour de ça, que tu saches t'organiser de manière autonome, etc. Donc en fait, tu penses différemment quand tu travailles en remote. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas en faisant le remote par rapport à dans les bureaux. Au niveau des incidents de travail ? Ah oui. Alors, question beaucoup trop juridique pour moi, j'ai pas la réponse. J'avais posé la question à... Enfin, je sais pas si c'était celle-là exactement. En fait, j'avais plus posé la question à mon employeur sur sa crainte par rapport à ce qui pouvait arriver, que ce soit les accidents comme ça. Et sa réponse était un peu vague, c'était que globalement, il faisait confiance et que... Ah oui, moi en fait c'était pas sur les accidents, c'était sur comment il faisait pour faire confiance. Donc ça va pas répondre. Mais je vais pas rentrer dans ça parce que c'est trop juridique, je connais pas la réponse. Oui. Est-ce que dans les interviews que tu as fait ou dans ce que tu as pu lire, est-ce que tu as eu vent de boîtes qui ont fait du remote et qui se sont dit ça marche plus, on interdit, tout le monde revient au bureau? J'ai pas eu ce cas de figure-là parce que, en plus, moi j'interviewe plutôt des gens qui travaillent en remote, donc en principe, quand je leur parle, ils sont encore dedans. Par contre, j'ai interviewé quelqu'un qui avait arrêté. Et j'étais curieuse de savoir pourquoi est-ce qu'il avait arrêté le remote. Et lui, il disait qu'il avait arrêté à cause du remote. Il se trouve que quand j'ai creusé, c'était une complète autre raison. C'est juste que c'était des raisons personnelles qui ont fait qu'il a dû changer plutôt de travail. Et donc, il a quitté le remote, donc j'ai pas entendu ça. Par contre, ce que j'entends, c'est que c'est pas quelque chose qui est facile. Et moi, typiquement, un jour à Paris, j'étais allée au Madi Keynote, qui est un événement, et j'avais entendu quelqu'un qui était en train de faire une conférence qui avait dit c'est pas possible d'avoir une culture d'entreprise quand on n'a pas de bureau. Ça m'avait un peu choquée parce que je me disais, alors moi c'est quoi quand j'étais en remote, il n'y avait pas de culture. Enfin si, il y a une culture parce qu'il y a des gens, donc il y a forcément un type de culture. Et j'ai posé la question à des gens, donc des fondateurs, en leur disant, est-ce que c'est possible de créer une culture, comment on fait? Et ils disaient, c'est plus difficile parce qu'il faut être inventif et créer quelque chose de différent de ce dont on a l'habitude dans les bureaux. Et donc il y a des difficultés et la réponse c'est, face aux difficultés, on essaye d'être créatif, on essaye d'être inventif parce qu'on a quand même super envie que ça se passe comme ça. Ok, ouais, on va passer au deuxième mode de travail. Donc le nomadisme digital. Donc pareil, si je devais le résumer en une phrase, je dirais que c'est un mode de vie et de travail qui est organisé autour du voyage. Donc les digital nomades, tels qu'on les appelle. Le côté nomade, c'est on change de lieu de vie régulièrement, donc c'est le nomade lié au voyage. Et le côté digital, c'est on travaille sur un ordinateur. Donc dans cette catégorie, on peut retrouver potentiellement tous les remotes, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en remote peuvent potentiellement se dire je vais aller travailler à l'étranger X temps, puis ailleurs, et donc ils sont remote et digital nomades. Mes collègues chez Nouma, c'était comme ça, il y en avait 2 en Espagne qui sont partis après, un au Costa Rica, un en Irlande, puis l'autre est parti au Vietnam, à Munich, et il y en a un qui est resté à Chypre tout le temps. Donc lui était plutôt expatrié. Mais en plus des salariés, on va avoir toute la catégorie de ceux qui sont plutôt indépendants. Donc freelance, entrepreneurs plutôt du web, donc entrepreneurs qui n'ont pas besoin justement d'avoir des locaux dans une zone précise, les blogueurs, et je dis bien les blogueurs parce que c'est ce que je fais, mais il y a d'autres indépendants. J'ai rencontré un coach qui fait du coaching à distance, qui est donc digital nomade, et il y a probablement plein d'autres modèles que je ne connais pas forcément, mais donc voilà, on peut rajouter toutes ces catégories-là. Un petit warning que je veux mettre, parce que parfois on me le dit quand je présente le nomadisme digital, c'est que pour moi, les déplacements professionnels, c'est pas du nomadisme digital. C'est un peu pareil quand je dis le télétravail, c'est pas du remote. Les déplacements professionnels, c'est pas du nomadisme digital. Pourquoi? Parce que le nomadisme digital, c'est un état d'esprit où on va organiser les choses autour d'un voyage. Quand je dis voyage, c'est bouger, quoi. Alors que quand on est dans un déplacement professionnel, on laisse toute sa vie quelque part et juste ponctuellement, comme si on partait en vacances, on va quelque part. Peut-être qu'on va bosser un peu de là-bas, sûrement même, mais après on revient et on retrouve tout ce qu'on a laissé. Alors que quand on est nomade digital, justement, on va avoir plusieurs manières de l'aborder. Ça, je vais le dire après, en fait, comment on va le faire. D'abord, le pourquoi. Le pourquoi par rapport au remote, c'est beaucoup plus simple. Je le résume en un mot. Les gens qui font du nomadisme digital, c'est parce qu'ils aiment le voyage. Et
je pense que c'est vraiment, enfin, c'est la raison majeure. Donc je ne vais pas m'étaler, hein, voilà. Donc maintenant, comment, il y a 3 manières à peu près que j'ai identifiées pour faire du nomadisme digital. Il y a plusieurs manières de voyager. La première, donc c'est magnifique schéma, le point représente la personne, le orange représente le mouvement. J'ai fait ce magnifique truc pour représenter qu'on peut choisir d'avoir, d'élire une ville qu'on va considérer comme notre pied-à-terre. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément un appartement dedans. On peut squatter chez des amis, prendre des Airbnb, faire des sous-locations, être chez ses parents. Mais en tout cas, on considère que c'est un peu le point où on revient régulièrement. Et c'est aussi à partir de ce point-là qu'on va partir régulièrement sur des durées plus ou moins longues, d'où les différentes branches orange. Une autre manière d'aborder le nomadisme digital, c'est de se dire, en fait, je vais prendre un appartement pendant 6 mois en France, par exemple, et les autres 6 mois, je vais voyager. Soit je vais partir 6 mois quelque part, soit je vais partir 6 mois sur la route, entre guillemets. Et donc, on choisit de l'intégrer de l'intégrer au moins 6 mois dans l'année. Et ça peut être pour des raisons de modèle économique. On peut faire des choses en France qu'on ne peut pas faire en voyage, mais après, quand on part en voyage, on peut faire une activité différente. Et une troisième manière de le faire, c'est de se dire, j'ai vraiment pas du tout de pied-à-terre, je commence quelque part, et puis après, j'enchaîne, je vais ailleurs, puis je vais ailleurs, puis je vais ailleurs. J'ai mis 1 mois juste à titre d'exemple, mais ça peut être n'importe quelle durée. Donc voilà 3 manières de le vivre. Et sur un autre plan, on peut aussi décider de voyager seul, de le faire en couple et de le faire en groupe. Et en fait, il y a tout un écosystème autour de ça. Il y a vraiment pas mal de gens qui commencent à faire partie des digital nomades. Et donc, il y a des services et des applications, des trucs qui se créent. Et donc, pour ceux qui sont tout seuls, il y a par exemple Moving Nomads, qui est une appli qui référence un peu les bons espaces de coworking partout dans le monde, des conseils d'endroits à visiter, mais toujours liés quand même au nomadisme, c'est pas que touristique. Alors, pas vraiment pour ceux qui sont en couple, mais pour ceux qui aimeraient être en couple, il y a même une application de rencontre pour digital nomades qui est en train de se créer. Et pour ceux qui veulent voyager en groupe, il y a pas mal d'initiatives. Moi, j'ai choisi de partir avec Wi-Fi Tribe, donc en juin, je vais partir avec eux. Leur particularité, c'est qu'ils font 1 mois, un pays. Tu peux venir 1 mois, repartir, revenir, ou alors tu peux... Il y a un groupe qui est en train de descendre l'Amérique latine, et donc tu peux les suivre et descendre comme ça avec eux pendant plusieurs mois. Nomad House, c'est fait par un Français. Et Remoteer, c'est donc marketé autour du remote, mais ça concerne aussi les digital nomades. Et là, c'est un programme au choix entre 4 mois ou 12 mois. Et c'est pareil, c'est 1 mois, un pays. Et vraiment, ils organisent tout. Ils trouvent les lieux où on va vivre ensemble, travailler ensemble. Et vraiment, à chaque fois, il y a un esprit de communauté qui se forme. Voilà pour les digital nomades. Si vous avez des questions ou des réactions, on peut reprendre 5 minutes. Oui. Alors, oui, c'est vrai que, je ne l'ai pas forcément cité, il y en a qui, je ne les ai pas forcément rencontrés, mais dans les publications qui passent sur les groupes, il y en a qui cherchent à faire ça. Je ne sais pas s'ils ont réussi, par contre. Par contre, il y a des initiatives, par exemple, je l'ai vu avec des web designers et des développeurs qui publient sur Internet, je ne sais pas exactement par quel canal, mais qui disent, voilà, je pars 1 an en tour du monde, mais j'ai besoin de travailler pour financer ça. Si vous avez besoin d'un développeur, j'ai besoin de logement et de nourriture, si vous voulez bien m'héberger, je travaille pour vous pendant 2 jours. Des trucs comme ça. Et donc, ils se débrouillent pour trouver des gens sur place qui veulent bien accéder à ça. J'en sais pas plus. Oui. C'est au fond de la salle, non? C'est pas toi? Oui. J'ai un de mes collègues qui a passé 1 mois avec un groupe d'amis qui a loué en fait une grande maison dans une île assez sympa pas loin de l'Europe. Et en fait, ils ont tous bossé, ils ont fait tous des boîtes différentes, et juste pendant 1 mois. Et ils sont tous revenus en mode après 5 ans. Ouais.
Donc c'est aussi possible de se dire, voilà, c'est juste un mois, c'est un peu de time boxé, quoi. Mm. Et le seul truc, c'est qu'il ne faut pas le dire aux clients. Sinon, ils sont là, ah, il n'est pas disponible. Alors que si, en fait, voilà, ça a été un peu le truc, l'expérience, enfin, le truc qui a été retenu, c'est qu'il ne faut pas dire aux clients qu'on est moins disponible, parce que sinon les clients vont encore plus harceler. Et voilà. Et du coup, c'est un peu dommage de ne pas s'occuper de ça. Mais sinon, ouais, c'est sympa. Si vous avez un groupe de potes et que vous vous dites, on n'arrive pas à se voir, donc, vous prenez une maison Airbnb un peu loin, vous prenez vos billets et puis. Ça peut être sympa. Ouais, c'est expérience qui a l'air super sympathique. Je pense juste que c'est pas du nomadisme, c'est du nomadisme digital ponctuel. Donc, j'essaie toujours de dire, quand on se considère comme ça, c'est qu'il y a tout l'état d'esprit et tout le fonctionnement qui va derrière. Et j'essaye de dire qu'il ne faut pas toujours abuser des mots pour décrire des choses qui ne le sont pas. Après, c'est pas pour dire, vous pouvez le faire à toute petite échelle, mais c'est aussi pour dire, si vous êtes patient, que vous lancez petit à petit. Oui, très bon point par contre, effectivement. Ouais. Oui. Est-ce que sur les retours d'expérience que tu as eu, ça a des informations sur les démarches administratives, notamment les visas? Alors, je ne me suis pas plongée dans le sujet parce que je vais devoir le faire là maintenant, mais je ne l'ai pas encore fait. C'est vraiment, c'est quelque chose qui peut être une vraie complication. Parce qu'il y a des visas différents selon les pays. Enfin, c'est surtout que voilà, si tu vas dans plein de pays différents, à chaque fois, il faut se renseigner sur comment ça se passe dans ce pays. Il y a des pays qui n'acceptent pas que tu aies juste un billet d'aller, il faut forcément avoir le retour, alors que toi, en tant que digital nomade, tu ne sais pas forcément où tu vas être après. Sur le côté, c'est assez compliqué sur le côté assurance aussi, parce que les assurances sont un peu... c'est assez compliqué d'assurer son travail à l'étranger quand on est en fait touriste. Donc, moi, je ne suis pas encore plongée dans les détails sur comment on fait pour régler tout ça. Par contre, c'est un peu le but justement des groupes Facebook où il y a 10 000 digital nomades, c'est de pouvoir poser ces questions, de dire comment est-ce que vous avez fait, et à partir de là, d'essayer de se dépatouiller. Je sens que aux États-Unis, par exemple, c'est interdit de faire du travail sur un visa touristique. C'est possible. Oui, c'est interdit, mais après, c'est peut-être toléré aussi. Il y a... Ouais. Non, oui, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, en France, c'est pareil, je crois. Mais oui, en France aussi. Ouais, mais justement, il y a un pays de l'Est, je ne sais plus lequel, qui a mis en place un visa spécial digital nomade. C'est l'Estonie, voilà, vous le savez mieux que moi. Mais c'est pareil pour des déplacements pro. Il y a des pays où il vaut mieux y aller avec un visa touristique, parce que si on prend un visa professionnel, on paye 10 fois plus cher et il faut 15 000 autorisations administratives dans tous les sens. Je vais passer au troisième, parce que je vois qu'il reste 10, même pas. Donc, le slash. En une phrase, quelqu'un qui est un slasher, une slasheuse, c'est quelqu'un qui va cumuler plusieurs activités pour assouvir ses différents centres d'intérêt. Donc là, on n'est plus du tout sur quelque chose qui est uniquement lié au web, ça peut être à peu près n'importe qui. Quand on dit cumuler les jobs, ça paraît pas nouveau. Il y a plus ou moins toujours eu des gens qui ont potentiellement fait plusieurs boulots en même temps, notamment pour des raisons économiques. En fait, par contre, on a mis le mot slash, on a un peu marketé ce truc-là pour deux raisons. La première, c'est qu'on est quand même dans une société où on a tendance à valoriser les parcours qui sont plutôt linéaires et on va plutôt devenir expert de quelque chose. C'est la carrière, c'est je rentre junior, puis senior, puis manager. Et on valorise un peu moins les parcours qui sont plus transversaux et qui vont faire des choses qui peuvent donner l'impression d'avoir rien à voir les unes avec les autres. Donc c'est un peu un moyen de dire non mais il faut valoriser aussi ces parcours-là. Et la deuxième raison, c'est que en fait, cumuler les jobs, ça pouvait de base être une raison économique. Et aujourd'hui, ça devient un levier d'épanouissement. Et il y a des gens qui s'en rendent compte et qui veulent revendiquer ça. Donc concrètement, le slash, ça vient de la barre oblique. Donc c'est j'ai une activité 1, slash une activité 2, et potentiellement slash, slash, slash. Donc c'est ce qu'on va pouvoir marquer par exemple sur LinkedIn. Il y a un peu un flou artistique autour de concrètement quand est-ce que je suis slasher, quand est-ce que je ne le suis pas. C'est parce qu'en fait, quand on y réfléchit, on peut toujours, à chaque fois qu'on va au niveau d'en dessous, on peut toujours continuer à slasher. C'est-à-dire que moi, quand j'étais product manager, je faisais de la conception, je faisais des wireframes basse définition. À côté de ça, je m'occupais de gérer les priorités, du développement, et je faisais en sorte que l'équipe technique ait tout ce qu'elle veut. On peut considérer que c'est trois choses différentes et que donc je suis slasheuse. Mais donc j'ai un peu deux éléments de réponse.
Le premier élément, c'est que c'est plutôt pour désigner des activités qui ont un modèle économique différent ou vraiment un mode de fonctionnement différent. Donc c'est plutôt, on est salarié, on est bénévole, on est freelance, si on fait plus, et peut-être aussi blogueur aussi, donc soit je vends des compétences, soit je vends un produit. Ça, c'est des modes de fonctionnement différents. Donc si j'en ai dans ces plusieurs catégories, peut-être que je suis en train de slasher. Et le deuxième élément de réponse, qui finalement est peut-être mon préféré, c'est que si, quand vous entendez quelqu'un vous parler du slash, du fait d'avoir plusieurs activités pour répondre à plusieurs centres d'intérêt, ça vous parle, et que vous faites plusieurs trucs, si vous avez envie de dire que vous êtes slasher, voilà, vous l'êtes. Et si vous ne vous reconnaissez pas, vous ne l'êtes pas. C'est aussi flou que ça. Donc voilà. Je vais donner 3 exemples. Donc le premier, c'est justement quand j'étais product manager, c'était en 2016-2017, je faisais ça. Et à côté, après un Startup Weekend, j'ai commencé à monter un projet avec quelqu'un qui était plutôt une entreprise sociale. Et à côté, j'avais commencé le blog que je fais aujourd'hui. Et donc finalement, je me suis retrouvée à faire 3 trucs en même temps. Donc avec parfois, j'essayais de me mettre des semaines avec beaucoup de trucs à faire. Mais donc voilà, je l'ai été. Maintenant, petit à petit, j'ai épuré, j'ai quitté mon job, puis j'ai arrêté le projet. Maintenant, je suis que sur le blog pour pouvoir me concentrer. Un autre exemple, quelqu'un que je connais qui s'appelle François, il fait 50% salarié dans une boîte, 50% il crée une entreprise sociale et il est soutenu par sa boîte, donc bon, il s'aime bien. Et le troisième exemple, c'est Flora que j'ai interviewée sur mon blog, qui elle est d'un côté freelance en plein de trucs en communication et en crowdfunding. Et à côté de ça, elle avait lancé un projet personnel, elle avait écrit un article sur un blog. Et cet article a finalement généré une communauté autour de ça. Et donc 1 an et demi après, elle est en train de créer des événements, d'écrire un livre sur le sujet. Et elle est en train de monétiser ça. Donc c'est un projet personnel qui est en train de devenir professionnel. Pourquoi est-ce que les gens font du slash ? Pareil, c'est en un mot pour résumer, c'est la multiplicité. C'est vraiment des personnes qui ont du mal à se dire je vais devoir faire ça pendant X temps sans faire le reste et après je vais devoir changer. C'est non, j'ai envie de faire tous les trucs en même temps ou certains de ces trucs en même temps. C'est vraiment assouvir les différents centres d'intérêt et ça peut être que du pro, un peu de perso. Le fonctionnement, il y en a qui font le choix délibéré de dire voilà, je vais être salarié et je vais créer une entreprise. C'est assez délibéré comme choix. Et il y en a, comme Flora, pour qui c'est beaucoup plus du tâtonnement, c'est-à-dire je commence à faire du freelancing, puis je rencontre des gens et finalement on me propose de faire du crowdfunding, je teste, j'aime, je continue, j'aime pas, j'arrête. Et c'est en fait que comme ça et finalement on se retrouve à faire plusieurs trucs en même temps. C'est pas forcément pour la vie, c'est peut-être ponctuel. Donc voilà. Et on peut avoir l'impression que quelqu'un qui a par exemple 4 activités, 4 slash, ça donne un peu cette impression de il fait un truc là, 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 il part dans tous les sens. Et dans la réalité, ce qu'on observe, c'est que souvent, il y a un fil rouge derrière plusieurs choses, même si parfois il est un peu tiré par les cheveux, mais il y a souvent, la personne, elle n'a pas fait ses choix pour rien. Si on y réfléchit, qu'on regarde un peu en arrière, on peut voir la logique des activités. Et après, elles ne le sont pas forcément toutes. Donc moi, quand j'étais slasheuse, l'entreprise sociale et le blog, c'était tous les deux liés à l'épanouissement professionnel. Par contre, on n'y répondait pas du tout de la même manière. Et par contre, mon job n'avait rien à voir avec ça. Donc c'était le petit 4 ici. J'ai l'impression de l'avoir fait en flash, mais avez-vous des questions? Questions ou réactions par rapport au slash? Oui. Comment tu peux dire que tu es une slasheuse si tu as des projets associatifs et tu fais taf à côté, parce que l'associatif ça reste quand même du niveau-là, c'est pas vraiment considéré. Ma réponse c'est si tu as envie de dire que tu es slasheuse parce que tu trouves que pour toi c'est un moyen de t'épanouir et que tu as envie d'utiliser ce mot comme pour te revendiquer de la communauté des gens qui font ça, tu peux l'utiliser et si ça ne te parle pas, tu n'as pas besoin de l'utiliser, peu importe, tu fais ton taf et du bénévolat et tu peux juste dire que tu fais ça, tu n'as pas besoin de mettre le mot en plus. Donc c'est vraiment ton ressenti, quoi. Est-ce que tu as envie de t'appeler comme ça ou tu n'as pas envie de t'appeler comme ça? Est-ce qu'il y a des choses qui existent, type des sites là-dessus? Parce qu'on a parlé de sites tout à l'heure, de ressources pour le nomadisme, pour le remote, et là, il y a des choses qui existent ou pas? C'est encore très informel, très... Il y a des choses là-dessus, c'est Émilie, quelque chose comme ça, qui a fait un TED Talk sur les multipotentialistes, et c'est vachement en lien avec le slasher, et c'est les multipotentialistes, et tu trouveras. Ouais. C'est pas synonyme, mais souvent les slashers ont ce profil-là. Oui. Et sinon, en fait, il y a des boîtes qui ont ces noms-là, mais je trouve que c'est pas exactement ça, donc je préfère pas les citer parce que je comprends pas pourquoi elles se sont appelées comme ça, justement. Je passe au dernier parce qu'il me reste 5 minutes, donc...
entreprise libérée, donc vous en avez déjà un peu entendu parler, mais moi je vais vous présenter ma version. L'entreprise libérée part du constat que dans les entreprises classiques telles qu'elles existent depuis la révolution industrielle, les gens sont globalement démotivés. Il y a un chiffre qui appuie ça dans un institut de sondage américain. Donc uniquement 13% qui sont engagés, tous les autres qui sont soit démotivés, soit activement désengagés. Les gens qui sont à l'origine de l'entreprise libérée considèrent que cette démotivation, elle est due à du contrôle interne et les décisions pyramidales. Donc, libérer, ça veut dire en fait libérer du contrôle interne pour remotiver les personnes. Et donc, c'est une autre manière de concevoir l'entreprise. Et si je devais la résumer en une phrase, je dirais que c'est une philosophie humaniste qui part du postulat que l'homme aime travailler et donc elle le laisse libre et responsable de ses initiatives. Allez, je le fais vite. Je vais donner un exemple de différence entre l'entreprise classique et l'entreprise libérée. Dans l'entreprise classique, les décisions sont prises par le haut de la pyramide au regard des indicateurs qui ont été fournis par en bas, par le terrain. Le problème de ça, c'est que ces indicateurs peuvent être, ils reflètent pas forcément, ils peuvent être simplificateurs et pas le reflet de toute la réalité. L'entreprise libérée, elle veut des meilleures décisions et donc elle propose que ce soit ceux qui sont sur le terrain qui prennent directement les décisions. Elle considère que celui qui fait, c'est celui qui sait. Allez, je vais quand même faire l'autre. Dans l'entreprise classique, la manière de faire son travail est régie par certaines règles, certains processus qui avaient des raisons d'être au moment où ils ont été mis en place. Le problème, c'est que quand on avance dans le temps, il n'y a plus forcément de... ça peut devenir obsolète et limitant et plus avoir de raison d'être. L'entreprise libérée, elle veut redonner du sens, se fier au bon sens et pas se fier aux règles. Et donc, elle propose que ce soit chacun qui détermine comment il fait son travail au regard de la vision de l'entreprise et de où est-ce qu'on va collectivement. Bon, ça, c'est la théorie. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, au début, j'avais prévu cette slide pour dire, voilà, plus de créativité, plus d'innovation, moins de coûts, moins d'absentéisme. Puis je me suis rendu compte que tout ça, c'était des arguments pour les articles de presse. Et donc, j'ai préféré mettre celle-là, puisque quand j'ai relu les 2 interviews que j'ai faites de personnes qui font des entreprises libérées, finalement, ils ont fait ça parce qu'ils ont eu un ras-le-bol de la manière avec laquelle on fonctionnait dans les entreprises. Et ils se sont dit, on va aller vers quelque chose de... On a envie de retrouver la joie de travailler avec ses collègues, la joie de pouvoir décider ensemble de où est-ce qu'on va parce qu'on est un groupe, et de remettre du sens à la fois dans comprendre pourquoi globalement on fait cette entreprise et après, à titre individuel, pourquoi est-ce que je fais cette tâche. Dans le fonctionnement, j'ai galéré à faire cette slide parce que j'ai vraiment eu du mal parce que l'entreprise libérée, en fait, c'est pas un modèle. Il n'y a pas une recette où on va te dire, tu veux faire une entreprise libérée, tiens, prends la recette, tu fais ça, et ça y est, tu l'es. C'est pas du tout comme ça. En fait, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est une philosophie, donc c'est un état d'esprit, c'est quelque chose d'assez vague et spirituel. Et derrière, en fait, il y a autant de manières de le mettre en place que d'entreprises. Mais je vais quand même vous donner un peu les éléments. J'essaie de quand même trouver des points communs entre les 2 personnes que j'ai interviewées et ce que j'avais entendu. Donc c'est plus que comment ça fonctionne, c'est plutôt les 3 enjeux qu'ils ont rencontrés. Premier enjeu, c'est que celui qui était dirigeant dans la pyramide, il doit passer du contrôle à la confiance. Et donc, lui tout seul, il a déjà tout un travail à faire sur lui-même pour réussir à enlever ses croyances, ses réflexes d'avant, s'il veut passer de l'un à l'autre. Il y en a... je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'ils m'ont dit chacun. Je vais juste présenter parce que sinon, j'ai pas assez de temps. La deuxième chose, c'est que la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens s'emparent des responsabilités et des problèmes, puisqu'on leur dit plus ce qu'il faut faire, c'est à eux de le décider. Et donc, il y a plusieurs manières de le faire, et d'ailleurs, je ne m'en rappelle plus. Ah oui, donc dans un livre, il y a un truc, c'est le dirigeant doit marteler la vision, le pourquoi, et après, chacun va être capable, avec ce pourquoi, de déterminer comment. Et il y en a qui disent, oui, mais en fait, s'il y en a un qui détermine la vision, il y a toujours quelque part quelqu'un qui est au-dessus. Donc, ils préfèrent la vision collective et ils disent, on va réfléchir tous ensemble à comment on avance, qu'est-ce qu'on choisit comme projet. Et on fait tout le temps, tous ensemble. Et après, comme on l'a choisi ensemble, on sait vers quoi on va. Et on est capable d'être autonome et responsable. Et le dernier point, c'est de réintégrer des parties de l'humain qu'on a un peu enlevées dans l'entreprise, c'est-à-dire les émotions, avoir le droit d'exprimer ses émotions, avoir le droit d'avoir une vie personnelle qui peut-être nous impacte dans notre quotidien et avoir le droit d'exprimer tout ça dans le cadre de l'entreprise.
Donc là aussi, il y a plusieurs manières de le faire. Donc Gaël, qui est une des personnes, lui, il a fait ça plutôt dans l'entretien avec la personne qu'il a recrutée. Il est vraiment allé au fond de toi, comment est-ce que tu aimerais organiser ton travail et ta vie personnelle par rapport à ça. Ils reparlent régulièrement ensemble des projets sur lesquels ils veulent se mettre. Et l'autre personne, Jean, lui, il accompagne plutôt des personnes qui veulent justement se transformer vers une entreprise libérée. Il fait de la formation en communication non violente, il y a eu des talks aussi là-dessus, pour apprendre aux gens à exprimer leurs besoins, à exprimer leurs émotions, et aussi à apprendre à écouter les autres.